Donc, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, le cours d'aujourd'hui va être consacré à l'établissement des équations de base de la théorie de champ moyen dynamique, qu'on a donc vu, dont on a vu l'essence, le concept la dernière fois, mais pour laquelle je n'ai pas présenté de démonstration solide, qui évidemment, donc la théorie de champ moyen dynamique peut se voir comme une approximation pour un problème à n-corps de n'importe quel type sur un réseau de dimension finie. Mais comme on l'a expliqué la dernière fois, également dans le cas du champ moyen classique, c'est une théorie qui devient exacte dans la limite de grande dimension ou dans la limite de grande connectivité du réseau, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire dans la limite où chaque site a beaucoup de voisins. Et donc le cours d'aujourd'hui est pour une large part consacré à expliquer pourquoi cette théorie devient exacte dans cette limite, selon différentes perspectives. Donc on va voir essentiellement deux perspectives, l'une qui est basée sur l'inspection de la théorie de perturbation à tous les ordres, et l'autre qui est basée sur ce qu'on appelle la méthode de la cavité. Donc voilà le menu d'aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais parler un tout petit peu. Alors, je vais commencer sur transparent, et puis je vais continuer l'essentiel du cours au tableau. Donc voilà le menu d'aujourd'hui. Ça nous conduira également à quelques considérations un peu générales sur les théories de champ moyen à la limite de grande dimension. Je vous rappelle que tous les enregistrements du cours ainsi que les PDF des slides sont en ligne sur le site quelques jours après chaque cours. Alors notre séminaire d'aujourd'hui, c'est Yann Kounesh qui est là et que je remercie d'avoir fait le voyage depuis Vienne pour venir quelques jours au Collège de France. Il va nous parler de condensation d'excitons ou d'isolants excitoniques dans les systèmes avec de fortes corrélations électroniques. Et si vous voulez replacer un petit peu où cela se trouve dans l'espèce d'arbre que j'avais indiqué au premier cours, donc vous vous souvenez que j'avais dit que l'essentiel du cours lui-même sera consacré à vraiment présenter le cœur des concepts de la méthode des MFT. Et puis il y avait toutes sortes de ramifications, certaines qui étaient des extensions de la méthode, qu'on aura le temps d'un tout petit peu aborder au dernier cours, au dernier séminaire, et auquel je pense que je consacrerai une partie du cours de l'an prochain. Et puis on a aussi des extensions vers le non-équilibre, c'était l'objet du séminaire de Philippe Werner la semaine précédente. Puis on a toutes sortes d'applications à plein de systèmes physiques, que ce soit des modèles ou des matériaux, qui présentent des fortes corrélations électroniques et pour lesquelles la méthode de champ moyen dynamique permet de donner un traitement à la fois quantitatif et d'accéder à une compréhension physique qualitative de ces systèmes. Alors clairement, le séminaire d'aujourd'hui est dans une large part dans cette catégorie-là, donc on est un peu dans cette branche de l'arbre. Il y a un très joli article de revue de Yann sur ce sujet qui est paru il y a 2-3 ans. Cette semaine est un peu particulière parce qu'on a en fait un second séminaire qui est à une date et une heure un peu différentes des autres. Donc il y a un séminaire demain à 11h en salle 5, qui est une autre des salles à l'étage au-dessus, par Andrew Millis de l'Université Columbia et du Flatiron Institute à New York, qui va nous parler de travaux récents qui permettent de comprendre l'interrelation entre les degrés de liberté électronique et les degrés de liberté de réseau dans des matériaux comme les oxydes présentant des transitions métal-isolants. Donc ça, c'est une question qui était restée pas mal en suspens ces dernières années, sur lequel il y a des progrès récents, à la fois théoriques et expérimentaux, et Dorandi nous parlera donc demain à 11h. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le menu de la semaine pour ce qui concerne les séminaires. Et je voudrais brièvement vous rappeler ce qu'on avait établi la dernière fois, enfin ce que j'avais présenté la dernière fois, c'est-à-dire quelle est la nature des équations de base de l'IMFT. Ensuite, je vais passer au tableau pour les établir dans la limite de grande dimension. Alors, vous vous souvenez que cette théorie de champ moyen dynamique, c'est une théorie qui prend pour point de vue les atomes et qui, en gros, construit une théorie du solide, donc ou d'un problème sur réseau avec des atomes placés au chaque site du réseau,
comme une théorie d'un atome dans un environnement effectif. Et on avait vu que cette approche pouvait être vue comme une représentation exacte de notre observable de base, qui est la fonction de Green locale ou la fonction spectrale locale. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire, je vais chercher une connexion entre l'atome qu'on prend et le bain extérieur qui permet de représenter la fonction de Green exacte sur un site. Donc c'est un point de vue un peu particulier, un peu original sur les théories de champ moyen, qui est de dire que c'est une représentation. Et ça nous avait permis d'établir un parallèle, alors je saute pas mal de slides, ça nous avait, disons, permis d'établir un parallèle entre différentes théories qui sont fondées sur des fonctionnels de l'énergie libre, des fonctionnels d'énergie libre, donc la théorie de champ moyen classique, où notre observable local est une aimantation locale, le système équivalent, c'est-à-dire le système qui nous permet de représenter cet observable, dans le cas du champ moyen classique, c'est simplement un spin dans un champ effectif, le champ de Weiss, donc la variable conjuguée qui entre dans la théorie effective locale permettant de représenter l'observable en question, eh bien c'est ce champ de Weiss. Alors Pierre Weiss, ça c'est vraiment la naissance, c'est vraiment la naissance de la théorie de champ moyen, 1903 si je ne me trompe pas, théorie du champ moléculaire. Vous voyez ici Pierre Weiss en très belle compagnie. Alors j'ai mis ici 1907. Alors comme il y a des gens férus d'histoire des sciences dans la salle, il faut que je fasse un peu attention. Je crois que c'est 1907. En tout cas, Pierre Weiss et puis ensuite Langevin. Et donc vous voyez Pierre Weiss en belle compagnie. Et on avait vu ici que la fonction d'hybridation qui connecte l'atome au bain en permettant l'échange d'électrons et qui va être déterminée de manière autocohérente, c'est une sorte de généralisation quantique au problème de Fermi en interaction sur un réseau de cette notion de champ de Weiss. Alors on peut établir un parallèle similaire, si vous voulez, avec la théorie de la fonctionnelle de densité, où l'observable local, c'est une fonction de l'espace, mais pas de l'énergie, c'est pour ça que ce n'est pas une théorie dynamique. Le système représentatif, c'est cette fois un système libre d'électrons dans un potentiel, le potentiel de Kohn-Sham, qui est donc la variable conjuguée, si vous voulez, le champ de Weiss de la théorie fonctionnelle de densité. Donc tout ça, en fait, peut être vu comme la construction de fonctionnels d'énergie libre, exprimés en termes d'une observable locale, donc ici l'aimantation, ici la densité locale, ici la fonction de Green locale ou la densité spectrale locale, et on construit une fonctionnelle d'énergie libre par des méthodes de transformée de Legendre, où on contraint la fonctionnelle pour une valeur donnée de l'observable qu'on veut regarder. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça sera une des manières d'établir les équations, de construire cette fonctionnelle qu'on appelle la fonctionnelle de Bohm-Kadanoff. Alors, je continue un tout petit peu à rappeler les équations de base du problème. Donc, un atome dans un bain. Dans le cas très simple du modèle de Hubbard à une orbitale, donc où, si vous voulez, l'atome, c'est simplement un atome à un seul niveau d'énergie, qui peut exister dans 4 configurations quantiques possibles. La représentation de la fonction de Green locale se fait par l'intermédiaire du plongement de cet atome dans un milieu effectif avec lequel il échange des électrons. Et une manière d'exprimer cette dynamique du problème local, c'est de l'écrire sous la forme d'une action effective qui est écrite ici. Vous voyez, on a un terme de l'action qui est l'atome isolé. Donc là, vous reconnaissez quelque chose qui est en gros PQ point moins H. Ça, c'est la variable conjuguée PQ point qui permet de quantifier l'hamiltonien. Et puis, vous avez ici l'hamiltonien de l'atome. Et puis, vous avez un terme qui connecte l'atome en question au milieu effectif, donc à son bain, et qui a été écrit ici sans introduire explicitement de degré de liberté pour le bain, c'est-à-dire en écrivant simplement une amplitude qui permet de décrire les processus par lesquels un électron quitte l'atome et va dans le bain à un instant tau, et puis un autre électron va venir du bain et arriver sur l'atome à un instant tau prime. Et donc ça, c'est décrit par cette amplitude delta de tau moins tau prime, qui est ce champ de Weiss quantique.
Et c'est cette amplitude, ou le champ moyen dynamique, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc, encore une fois, dynamique parce qu'il dépend de l'énergie, pas dynamique parce qu'il est hors d'équilibre à ce stade, à la différence du séminaire de Philippe Werner. Et vous voyez que cette action effective, je peux aussi la voir comme une action effective avec un problème quadratique sans interaction ici, qui est donné par une fonction de Green effective de départ, donc qui serait... ça, c'est la transformée de d sur d tau moins mu, oméga n plus mu, enfin de moins ça, moins delta de i oméga n, et puis soumis à des interactions U. Hein. Mais vous voyez que ce propagateur effectif nu, il va devoir être déterminé de manière autocohérente. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît au départ, c'est quelque chose qui est déterminé de manière autocohérente par l'équation d'autocohérence. Et donc, on peut l'appeler propagateur nu de l'atome dans son bain, mais il faut se souvenir que c'est un propagateur nu qui n'est pas la fonction de Green sans interaction du problème de départ, qui va dépendre de manière autocohérente de tous les paramètres du problème, de la force des interactions, de la température, de tout ce que vous voulez. Alors, donc ça, c'est une représentation exacte de ma fonction de Green locale. Et maintenant, quelle est la relation d'autocohérence? Donc, la relation d'autocohérence qu'on a vue la dernière fois, elle consiste à dire qu'on va approcher la self-énergie complète du problème sur réseau par la self-énergie locale. Donc là, on va faire, dans le cas d'un système à une orbitale, une approximation que cette self-énergie du problème sur réseau ne dépend plus de l'impulsion, ne dépend plus de la... est purement locale en espace, si vous voulez, la même sur tous les... et zéro pour tous les sites qui ne sont pas... qui ne sont pas les mêmes, donc sigma ij égale sigma delta ij. Et à ce moment-là, ça nous permet de fermer les équations, puisqu'on écrit simplement l'équation de Dyson qui définit la fonction de Green locale, et on exprime le fait que cette équation de Dyson doit nous permettre de retrouver la fonction de Green de l'atome dans son bain. Et donc vous voyez que ça nous donne une relation fonctionnelle qui relie directement G et delta. Donc au final, on a deux équations. Une équation qui nous dit qu'on doit résoudre cet atome dans un bain avec un certain delta de oméga qu'on ne connaît pas à l'avance, puisqu'il doit être déterminé de manière autocohérente. Et puis une deuxième équation, donc on peut voir ça comme une représentation exacte, c'est un point de vue possible sur la théorie. Et puis, là où est l'approximation, c'est dans cette relation d'autocohérence qui néglige les composantes non locales de la self-énergie. Et vous voyez que comme on a deux équations, l'une qui est la solution d'un problème à n-corps, d'un vrai problème à n-corps, on a un atome dans un bain, donc ça on en parlera la prochaine fois, son lien avec ce qu'on appelle le modèle d'Anderson à une impureté, et les méthodes pour résoudre ça, les conséquences pour la description physique de la transition de note, tout ça fera l'objet du cours prochain. Et puis, cette relation d'autocohérence qui, elle, est beaucoup plus explicite. On verra que dans des cas simples, cette relation peut prendre une forme très explicite qui relie fréquence par fréquence le bain à G. Et donc, on a deux équations pour deux fonctions inconnues de la fréquence. Et donc, en principe, on a suffisamment d'équations pour déterminer complètement ces deux fonctions. Ça n'exclut pas l'existence possible de solutions multiples. On pourrait imaginer que ces équations ont, par exemple, deux points fixes différents stables. Et on verra que, ou localement stable au moins, et on verra que c'est ce qui se passe dans certains régimes de paramètres, on verra ça au cours prochain. Mais enfin, on a deux équations pour deux fonctions, et les méthodes les plus standards, mais on peut en imaginer d'autres, pour résoudre ce genre de problème, eh bien, c'est une méthode tout simplement itérative. Hein, on va partir d'un certain ansatz, ou d'un certain... en devinant au départ une forme pour delta, condition initiale, disons, et puis on va utiliser ce que vous avez vu au premier séminaire de Michel Ferrero, c'est-à-dire ce qu'on appelle des solutionnaires d'impureté, ou impurity solvers en anglais, qui permettent de résoudre ce problème à n-corps d'un atome dans un bain, calculer G, utiliser cette relation d'autocohérence pour calculer une nouvelle fonction delta, et itérer en espérant que cette itération est convergente, ou en établissant un schéma numérique qui converge vers la solution de ces équations. En général, l'itération de ces équations converge assez facilement vers un point fixe. Ce n'est pas vraiment là où se trouve le problème. Et on va comme ça trouver une paire de fonctions, delta et g, qui résout ces deux équations simultanément.
Et muni de cette paire de fonctions, on va pouvoir calculer la self-énergie et revenir à toutes les quantités sur le réseau, que ce soit la fonction de Green dépendant de l'impulsion ou que ce soit des fonctions de corrélation d'ordre supérieur, dont on parlera au dernier cours de cette année. Voilà, donc voilà un petit peu retracé à grands traits l'idée de base de la théorie. Donc encore une fois, un atome dans un bain avec une relation d'autocohérence. L'idée étant que l'atome dans un bain représente la fonction de Green locale, la relation d'autocohérence est l'approximation, elle consiste à dire que la self-énergie est indépendante de l'impulsion. Voilà. Alors, quelles sont les limites? Donc la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quelles sont les limites où ces équations soit deviennent exactes, dans un sens, disons, rigoureux au sens du physicien théoricien, tout au moins, soit deviennent une bonne approximation. Alors, il y a des limites évidentes. Il y a des limites évidentes. Il est clair que ces équations deviennent exactes dans un certain nombre de limites simples mais importantes. D'abord, la limite sans interaction. Si mon système n'a pas d'interaction, la self-énergie est nulle pour toute valeur de l'impulsion. Si elle est nulle partout, a fortiori elle est locale en espace, elle ne dépend pas de l'impulsion puisqu'elle est nulle pour toutes les impulsions. Et donc, par construction, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de représenter la fonction de Green libre, qui était donc 1 sur oméga plus mu moins epsilon k, j'ai décidé de représenter sa composante locale par un atome dans un bain bien choisi. Un atome qui, cette fois, est sans interaction. Donc ça, évidemment, on peut le faire. Et par construction, on a juste donné une certaine représentation de la fonction de Green locale sans interaction. Alors une limite plus évidente, d'une certaine manière, dans cette approche, c'est l'atome isolé. Vous voyez que cette équation qui est là, qui était là, si mon truc voulait bien marcher, voilà. Non, ça va dans le mauvais sens. Voilà, cette équation qui est là, de manière tout à fait évidente. Alors, je vous rappelle que mes sommes sur K ici sont normalisées à 1 sur les zones de Brillouin. C'est réellement une intégrale sur K sur la zone de Brillouin. Donc, vous voyez que quand on a affaire à l'atome isolé, les epsilon K sont nuls, il n'y a pas de saut entre sites. Et donc, la solution évidente de cette équation, c'est simplement delta égale 0, qui me dit que quand j'ai un atome isolé, il est isolé, il n'y a pas de communication avec l'environnement. Et donc, par construction, on a à ce moment-là à résoudre ce problème à n corps, qui est simplement celui d'un atome isolé. Alors, dans le cas du modèle de Hubbard à une orbitale, cet atome isolé, il est très simple. On en parlera un petit peu plus la prochaine fois. Il a juste 4 états, qui sont les états propres, donnés simplement par les nombres d'occupation. 0, up, down, doublement occupé. Mais dans le cas d'un atome complexe, par exemple une couche D, avec ses 5 orbitales et des interactions à la Slater-Raka compliquées, cet atome isolé, il va avoir un ensemble d'états à n corps qui sont déjà non triviaux, qui sont des multiplets, superpositions linéaires d'états de Fock ayant des nombres d'occupation différents, ce qu'on appelle les multiplets atomiques. Alors déjà pour une couche D, ils sont assez compliqués, pour une couche F, ils le sont encore un petit peu plus. Et par construction, cette théorie part des multiplets atomiques exacts, tout au moins si vous avez un solutionnaire d'impureté qui fait un travail correct dans la limite de l'atome isolé. Voilà. Donc, par construction, on a une théorie qui est correcte dans la limite des atomes isolés, qu'on appelle, pour des raisons claires, la limite atomique, et dans la limite de bande où il n'y a pas d'interaction. Et donc, on peut espérer que cette théorie interpole, enfin, elle interpole entre la limite sans interaction et la limite de couplage très fort où les atomes sont isolés. Et on peut espérer, donc, qu'entre les deux, elle fasse un travail à peu près raisonnable. Alors évidemment, ça c'est un argument un peu naïf. Si on veut donner un argument physique un petit peu meilleur, on peut réfléchir de la manière suivante. Clairement, l'approximation qu'on a faite dans cette approche, c'est de négliger les corrélations spatiales, puisqu'on a négligé toutes les composantes non locales de la self-énergie, on a juste retenu les composantes locales, c'est-à-dire les fluctuations quantiques sur un même site entre les différents états de valence de l'atome. Donc on va décrire les fluctuations quantiques de cet atome. Imaginez que vous êtes un observateur local. Tout ce que vous voyez, c'est les fluctuations de l'atome entre, par exemple, dans le cas de Hubbard,
0, up, down, doublement occupé, au cours du temps ou du temps imaginaire qui vous permet de quantifier votre système. Donc on va voir ces sauts quantiques entre les différents états de valence. Et donc, on a négligé les corrélations spatiales pour construire la self-énergie du problème. Donc, quand est-ce que ça va être une bonne approximation? Ça va être une bonne approximation quand la longueur de corrélation spatiale de n'importe quel type d'ordre émergent que le système pourrait avoir est faible, quand les corrélations sont à courte portée. Alors, quand est-ce que ça se passe? Ça se passe dans plein de régimes, en fait, mais en particulier dans les régimes de haute température ou, par exemple, les régimes de faible densité de particules. Alors, je vous dis ça parce qu'avant d'entrer dans les limites formelles où ces équations deviennent exactes, je voudrais vous donner un petit peu une intuition de quand est-ce que cette approche DMFT dans sa forme la plus simple, à un site, si vous voulez, autocohérent, va être bonne, et quand est-ce qu'il va falloir l'étendre. Alors, donc, elle va être bonne en gros dans les régimes où la longueur de corrélation est faible. Donc, haute température, grand dopage, dans le cas d'un isolant de Mott, loin des points critiques. Donc, voilà en gros les limites où elle devient bonne. Et je voudrais juste documenter ça par une ou deux courbes. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est un calcul de l'entropie du modèle de Hubbard tridimensionnel. Donc, vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais choisi le modèle de Hubbard tridimensionnel sur un réseau cubique avec un saut plus proche voisin, comme motivation un petit peu des questions physiques que cette théorie se proposait d'aborder. Et dans le contexte en particulier des atomes froids et des tentatives pour rendre les atomes froids plus froids, les gens se sont, y compris moi-même, on s'est pas mal intéressé aux questions d'entropie. C'est utile quand vous cherchez à refroidir un système de réfléchir en termes d'entropie. Donc voilà quelque chose qui représente l'entropie par site en fonction, alors ce truc baroque ici, bêta c'est 1 sur kT, j'utiliserai ça, on l'a déjà vu la dernière fois, j'utilise ça souvent dans la suite. Et puis 6T, où T est le saut plus proche voisin, c'est la demi-largeur de bande d'un réseau cubique, qui sont mes unités d'énergie favorites. Donc vous voyez que bêta 6T, c'est la demi-largeur de bande sur la température, et là on est vers les basses températures, là on est vers les hautes températures. Donc c'est la température sans dimension ramenée à la largeur de bande. Et donc ça, c'est pour un régime d'interaction qui est un couplage assez fort, U sur T égale 15. Et donc vous voyez ici une comparaison, alors sur ce graphe-là, au demi-remplissage, une comparaison entre la solution des MFT de la phase sans ordre à longue portée. Alors il faudrait aussi représenter l'entrée dans la phase antiferromagnétique, qui n'est pas représentée sur ce graphe, qui va se trouver quelque part par là. Et puis une comparaison avec des différentes méthodes pour aborder le problème de manière plus précise, qui sont ici des séries haute température à différents ordres. Évidemment, ces séries haute température, on a besoin de faire des ressommations de padés pour les exploiter, mais en dessous d'une certaine température, elles ne marchent plus. Donc vous voyez ici, ça se passe autour de bêta fois 6T égale 10. Là, les séries haute température ne permettent plus de conclure. Et puis, vous avez ici aussi la limite, comme on est en régime de couplage très fort, on peut comparer au résultat du modèle de Heisenberg, puisque dans cette limite, le modèle de Hubbard demi-rempli devient proche du modèle de Heisenberg, et c'est la courbe rouge qui est là. Voilà, qui permet au contraire de donner une bonne estimation dans la limite de basse température. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à haute température, dans tout ce régime, jusque par ici, peut-être bêta fois 6T égale 5, vous voyez que l'approximation des MFT à un site est très bonne. Elle est aussi bonne que toutes les autres approches. Et puis, en dessous d'une certaine température, les corrélations magnétiques commencent à croître. La longueur de corrélation magnétique va commencer à augmenter. Et là, évidemment, l'entropie de mon modèle de Hubbard décrit en DMFT, dans la phase non ordonnée, va rester gelée à log 2, puisqu'on a un système de spin qui fluctue de manière paramagnétique. Et c'est seulement quand on va atteindre la température de Néel, qu'il aurait fallu représenter ici aussi, que l'entropie va s'écrouler pour obtenir un état qui satisfait
au principe de Nernst avec une entropie nulle à température nulle. Donc ici, quelque part, à une valeur que j'ai un peu oubliée, il y aurait une transition de phase, il y a une transition de phase, et on va finir par tomber dans ce régime ordonné. Mais évidemment, avant ça, il y a des effets précurseurs de cette entropie qui diminue, puisque au fur et à mesure que la longueur de corrélation augmente, les spins se corrèlent entre eux, et ça veut dire que l'entropie devient inférieure à log 2. Et donc, c'est un effet que vous voyez bien ici. Alors, ici, c'est la même chose, mais représenté dans un régime de couplage un peu plus faible, et par d'autres auteurs. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est toujours pareil, le calcul de théorie du champ moyen dynamique. Alors, cette fois, on peut atteindre des valeurs qui sont plus petites que log 2, parce qu'il y a des fluctuations de charge. On est dans un régime de couplage plus faible, hein, donc il y a plus de fluctuations de charge. Et donc, vous voyez l'évolution en fonction de la température. Et vous voyez qu'ici, de nouveau, à haute température, cette fois, la température chaude est par là. Vous voyez qu'à haute température, ça se passe très bien. Et puis, en dessous d'une température par ici, donc qui est de l'ordre de, je ne sais pas, du hopping à peu près, on commence à voir les corrélations magnétiques. L'entropie devient inférieure à l'entropie calculée en DMFT à un site. Et puis, ce que vous voyez ici en noir, c'est des méthodes qui sont des extensions de la méthode DMFT, non plus à un site dans un bain, mais à un cluster dans un bain, donc une théorie, si vous voulez, du champ moléculaire quantique, qui permet de tenir compte de mieux en mieux des corrélations spatiales. Et là, dans ce cas relativement simple, on est capable d'extrapoler ces méthodes à la limite des grands clusters, et donc de tomber sur la solution essentiellement exacte du problème, qui, dans ce cas-là, dans ce régime de température, peut encore être atteinte par des méthodes de Monte-Carlo directes. Il est bien évident que ces cas demi-remplis sans frustration, c'est des cas qui nous servent surtout à tester les méthodes, hein, puisqu'on a des méthodes, que ce soit les méthodes déterminantales Monte-Carlo directes ou les méthodes diagrammatiques Monte-Carlo, qui sont en fait encore meilleures, qui permettent de descendre à basse température dans ce régime où il n'y a pas de signe moins fermionique. Alors, donc ça illustre, je pense, assez bien, sur un cas simple, la notion que on va partir des hautes températures, l'approximation locale est bonne, les longueurs de corrélation sont faibles, on descend en température, les longueurs de corrélation augmentent, les effets non locaux deviennent de plus en plus importants et il faut étendre la théorie pour tenir compte de ces effets de corrélation spatiale qui augmentent. Alors évidemment, si l'augmentation de la longueur de corrélation spatiale est limitée, là on a un cas où elle n'est pas limitée, on va avoir une température de Néel et ça va diverger. Donc ça devient très mauvais pour la théorie, un site près du point critique. Mais quand on commence à doper le système, par exemple, on va perdre l'ordre antiferromagnétique à longue portée, on va avoir une longueur de corrélation qui va saturer à une valeur finie, et là on peut espérer que cette théorie reste bonne jusqu'à des températures plus faibles. C'est ce qu'on voit ici, donc ça c'est les calculs, cette fois sur le modèle de Hubbard, en dehors du demi-remplissage, toujours tridimensionnel. Et donc ce que vous voyez ici, c'est un cas où il y a très peu de particules, donc c'est un cas très dilué, ou alternativement très, très dense, c'est pareil. Et vous voyez qu'ici, l'approximation des MFT à un site, qui sont ces points noirs, coïncide avec les séries haute température jusqu'à des températures assez basses. Et puis de même ici, ça c'est un cas où l'approximation des MFT permet de faire un calcul à des températures plus basses que là où on est capable de sommer les séries haute température. Voilà, donc ça c'est un cas très, très dilué, ça c'est un cas plus proche du demi-remplissage, je crois que c'est remplissage à un huitième ou quelque chose comme ça, par rapport au demi-remplissage. Voilà, donc avant de plonger dans les justifications formelles en grande dimension, je voulais vous donner un petit peu une intuition physique des régimes dans lesquels une telle approximation va être nécessaire, mais aussi de quand est-ce qu'il va falloir l'étendre. C'est quand une longueur de corrélation, pour n'importe quel ordre que le système voudrait développer, quand une longueur de corrélation commence à croître, il va falloir étendre cette approche. Et un des débats, c'est de savoir si la longueur de corrélation d'un système est grande ou pas très grande. On est dans des régimes de crossover, souvent. Et disons, la règle simple, c'est que
si on arrive à étendre cette théorie à des clusters dans un bain qui sont plus grands que la longueur de corrélation du système, on va essentiellement avoir une réponse quasi exacte. C'est ce qu'on voit dans le modèle de Hubbard dopé. C'est pour ça que les méthodes de cluster DMFT ont permis de faire des grands progrès sur la nature du pseudo-gap dans les cuprates supraconducteurs, parce que c'est un régime de magnétisme fluctuant, mais avec des longueurs de corrélation qui, quand même, saturent à une valeur finie. Voilà. Bon, si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur, sur la manière dont on peut penser à des MFT comme une approximation locale en faisant des hautes températures, vous pouvez regarder cet article dans un journal obscur qui était pour le Festschrift de Dieter Wollert il y a quelques années. Bon, alors, je vais maintenant passer à la partie plus formelle et au tableau de ce cours, où ce qu'on va faire maintenant, c'est enfin, au bout de 3 cours, établir les équations des MFT dans la limite où elles sont exactes, c'est-à-dire la limite de grande dimension. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, finalement c'est la même idée, hein, c'est qu'on peut négliger les fluctuations spatiales parce que dans la théorie du champ moyen classique, le champ de Weiss ne fluctue plus spatialement. Les fluctuations sont d'ordre 1 sur la dimension valeur relative. Bon, donc je vais vous maintenant continuer essentiellement au tableau. Voilà. Et on va donc regarder la limite de grande dimension. Alors, je vais essayer de parler en français et d'écrire en anglais, comme ça permettra à tout le monde de suivre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà, grande dimension? Alors, en fait, je préfère parler souvent de connectivité. Parce que c'est un petit peu plus clair ce qu'on veut dire par là. Bon, si vous regardez un réseau carré, chaque site a 4 voisins. Donc la connectivité du réseau Z, c'est 4 pour un réseau carré. Donc maintenant, on va étendre ça à dimension quelconque. Donc prenons un réseau cubique en dimension D. Hein, eh bien, c'est facile de voir qu'en dimension D, chaque site a 2D voisins, donc par exemple 6 pour le réseau cubique, 2 comme ça et 2 comme ça. Et donc, comme dans la théorie du champ moyen classique, on va s'intéresser au modèle de Hubbard, enfin, ici on va s'intéresser au modèle de Hubbard, mais comme dans la théorie du champ moyen classique, on va s'intéresser à ce modèle sur un réseau de connectivité Z qui va devenir grande. Donc l'idée, c'est de regarder la limite de Z tendant vers l'infini, et d'essayer de montrer que les équations des MFT deviennent exactes dans cette limite. Alors, on a vu que dans la théorie du champ moyen classique, dans le cas d'un modèle d'Ising avec tous les liens uniformes, ferromagnétiques ou antiferromagnétiques, il fallait faire un scaling de la constante d'échange comme étant une constante J qui mesure l'échelle d'énergie d'ordre 1, divisée par la dimension ou divisée par Z. C'est ça qui permet d'avoir l'entropie qui est quelque chose qui est d'ordre le nombre de sites et l'énergie qui est en revanche quelque chose qui est le nombre de liens, et le nombre de liens il est d'ordre Z fois le nombre de sites fois J. L'entropie, c'est ordre nombre de sites fois T. Et donc, vous voyez immédiatement dans cet argument qu'il va falloir écrire J égale quelque chose sur Z pour que entropie et énergie puissent continuer à vivre sur un pied d'égalité. Alors, la première question qui se pose, c'est si maintenant on passe au cas quantique. Alors, je reviendrai à la fin là-dessus parce que j'avais mentionné déjà la dernière fois qu'il y a des modèles de mécanique statistique classique pour lesquels ce scaling n'est pas le bon scaling. J sur Z n'est pas le bon scaling. Et ça nous met déjà sur la piste de choses qui ressemblent aux équations des MFT. C'est le cas du modèle complètement frustré, par exemple. C'est aussi le cas des verres de spin. Si j'ai le temps, je montrerai un slide là-dessus à la fin.
Donc, dans le cas de modèle de Hubbard, la question, c'est quel est le scaling pour formuler déjà le problème de manière rigoureuse. Alors en fait, ça dépend si on a une statistique bosonique ou une statistique fermionique. Dans le cas du modèle de Hubbard bosonique, qui ressemble beaucoup à un modèle de mécanique statistique, pas classique, mais quantique, puisque le saut, c'est quelque chose qui est un terme du type S plus moins sur le CT, S moins sur le S plus I, S moins J. Donc c'est comme un terme d'échange. Et l'interaction, c'est un terme local. Dans le cas du modèle de Hubbard bosonique, pour construire une théorie de champ moyen du modèle de Hubbard bosonique, il faut faire un scaling qui est le même que celui d'un modèle de mécanique statistique classique. Et la justification, je viens de vous la donner avec des mots, mais elle peut se faire plus précisément. Et pour ceux qui s'intéressent, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais pour ceux qui s'intéressent à la théorie de champ moyen d'un modèle bosonique, modèle de Hubbard bosonique, vous pouvez regarder, je pense que c'est dans mes cours de 2009, j'avais consacré un cours entier à cette théorie de champ moyen. Dans le cas fermionique, la situation est complètement différente. Et comme vous allez le voir dans une minute, le bon scaling, c'est TIJ égale T sur racine de Z. Alors ça, c'est l'observation qui avait été faite par Walter Metzner et Dieter Bollard en 1989, dans un article célèbre, qui a un peu démarré tout cet intérêt pour les fermions dans la limite de grande dimension. Vous trouvez la référence dans les slides. Je voudrais vous donner une justification simple de cette observation. Alors, évidemment, pour que énergie entropie ou énergie potentielle, énergie cinétique puissent continuer à vivre sur un pied d'égalité, il faut par exemple que donc, le terme d'énergie potentielle, il est U fois le nombre de sites. D'accord ? Donc lui, tout va bien, il n'y a rien à faire avec lui. Par contre, le terme problématique, c'est le terme d'énergie cinétique, donc tout simplement le terme libre de saut des particules sur le réseau. Et donc la chose qu'on va vouloir pour que ce terme soit d'ordre n sites fois un terme d'ordre 1, c'est que la densité d'état du problème libre, donc simplement regardons U égale 0, et regardons la densité d'état du problème libre, qui va être la somme sur K, mes sommes sont toujours normalisées à 1 sur la zone de Brillouin. Hein. Donc ça veut dire intégrale dk sur le volume de la zone de Brillouin, sur la zone de Brillouin. Delta de epsilon moins epsilon k, on veut que cette fonction ait une bonne limite, donc tende vers une bonne limite, une fonction bien définie, dans la limite z tend vers l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que epsilon k sur un réseau cubique de dimension d? Epsilon k, c'est moins 2t, somme sur k, sur les directions de l'espace, mu égale 1 jusqu'à d, de cosinus de k mu 1. Donc ça, c'est juste ma bande en tie binding, en dimension d, à une dimension, ça serait une bande comme ça. Alors, vous voyez que cette somme, quand d devient grand, c'est essentiellement une somme de nombres qui vont être des nombres, en gros, de signes aléatoires, centrés sur 0, puisque la valeur moyenne du cosinus est 0, hein, sur la zone de Brillouin. Mais c'est en gros la somme de des nombres aléatoires qui sont compris entre moins 1 et 1. Donc c'est quelque chose dans la limite de grande dimension qui va être typiquement d'ordre t racine de d.
Alors, de manière plus précise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez la moyenne de epsilon k, donc qui va être l'intégrale de ceci sur la densité d'état, ça c'est 0 évidemment, puisque on a autant de chances d'être plus 1 que moins 1. D'accord? Et ma bande est symétrique, telle qu'elle est choisie là. Maintenant, si vous regardez au contraire epsilon k carré, moyen, donc qui serait l'intégrale des epsilon, epsilon carré des 2 epsilon, eh bien cette chose-là va être d'ordre d. Donc epsilon k va être d'ordre d. Donc ça veut dire que si maintenant je pose t égale t étoile, et bientôt j'enlèverai les étoiles, divisé, alors je vais choisir la même normalisation que celle qui est là, ça ne va pas être racine de d, mais racine de 2d, parce que c'est la connectivité. Eh bien, c'est facile de montrer que cette densité d'état, cette fonction, a une bonne limite quand d tend vers l'infini. Et comme vous l'avez deviné à partir de ce que j'ai dit là, cette bonne limite, c'est une gaussienne, tout simplement. Et l'expression exacte de cette gaussienne, eh bien, c'est exponentielle de moins epsilon carré sur 2t étoile carré. Il y a un moins ici. Avec une normalisation qui est 1 sur t étoile racine de 2pi. Alors, vous pouvez raffiner cette preuve, c'est très simple. Il suffit, par exemple, d'écrire ça, je l'esquisse rapidement au tableau, je n'ai pas le temps de le faire, delta de epsilon moins somme sur mu plus 2t somme sur mu de cosinus k mu 1. Ensuite, vous pouvez exponentier la fonction delta. Vous allez écrire ça intégrale ddk, intégrale ds, exponentielle is epsilon, exponentielle moins is somme sur mu de cosinus k mu 1. Mais ça, c'est la même chose que intégrale dk, intégrale, alors je vais l'écrire plutôt intégrale ds exponentielle de is epsilon, intégrale de maintenant un seul k, disons, kx, exponentielle de moins is. Alors il y a des t qui se promènent, fois 2t, fois 2t cosinus kxa puissance d. Et maintenant, l'idée, c'est que si vous faites un scaling de ce truc-là en t étoile sur racine de d, vous pouvez développer l'exponentielle. Vous avez 1 moins quelque chose d'autre, 1 sur racine de d, mais dont l'intégrale sur k donne 0. Et ensuite, le terme suivant, il va être d'ordre t étoile sur d, avec la variance de epsilon qui apparaît. Vous réexponenciez ça, puisque d tend vers l'infini. Ça vous donne exponentielle de moins s carré sur la variance. Et quand vous refaites l'intégrale sur s, ça vous donne une gaussienne. Donc ça, je le fais un peu vite, mais c'est la démonstration formelle que pourvu qu'on applique ce scaling-là, la densité d'état du problème de tie binding sur un réseau cubique à d dimensions a une bonne limite d tend vers l'infini, qui est une gaussienne. Donc ça, c'est la loi des grands nombres, c'est très simple. Si vous voulez voir comment ça marche en pratique, vous pouvez regarder cette courbe. Voilà. Donc ici, vous avez l'exemple de la densité d'état à une dimension, qui a les fameuses singularités en bord de bande. Ça ne ressemble pas du tout à une gaussienne, évidemment. Si vous regardez deux dimensions, il y a la singularité de Van Love, cette fois en milieu de bande, et puis la gaussienne que j'ai dessinée, elle est là. Mais déjà en 3 dimensions, vous voyez qu'on est assez proche, et puis quand on commence à augmenter la dimension, on tend vers la gaussienne rapidement. C'est juste, en gros, le théorème central limite. Voilà. Donc, ceci vous montre que la bonne manière de faire le scaling de ces équations, c'est de prendre la limite, c'est de normaliser le hopping comme un terme d'ordre 1 divisé par racine de d. Et à ce moment-là, la théorie reste hautement non triviale dans la limite d infinie. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle vont être toutes les deux proportionnelles au nombre de sites. Et on a une bonne limite contrôlée
pour les problèmes fermioniques. Alors, il y a un autre réseau que j'aime bien introduire qui va nous servir beaucoup pour la méthode de la cavité. Je vais peut-être le dessiner ici. On peut imaginer évidemment plein d'autres réseaux de grande connectivité qui ont une bonne limite de connectivité infinie. Les gens de physique statistique aiment bien faire ça. Il y en a un qui est très commode, qui s'appelle le réseau de Bethe. Ah, j'ai dit que j'écrirais en anglais. Bethe lattice. Alors, je ne vais pas me lancer dans des considérations subtiles de la différence entre le réseau de Bethe et l'arbre de Cayley, l'un étant l'intérieur de l'autre. Je vais l'appeler réseau de Bethe de manière un peu négligente dans toute la suite du cours. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de Bethe? C'est un réseau qui n'est pas un réseau de Bravais, donc on n'a pas l'invariance par translation standard, et qui est construit de la manière suivante. Alors, on prend un site qui est le site germinal, si vous voulez, et puis ensuite, on ramifie le système, donc c'est un arbre. Ce n'est pas l'arbre des théories des MFT, mais c'est un arbre aussi, où chaque site a Z voisins. Donc là, ce serait un réseau de Bethe avec Z égale 3, c'est le début. Ensuite, ce site-là a aussi Z voisins, donc il y a 1, 2, 3 voisins. Et puis on continue comme ça, de manière progressive. Et on construit un réseau en arbre, où chaque site a 3 voisins, mais qui manifestement n'est pas un réseau de Bravais. Il n'y a pas d'invariance par translation. Ce site est un site particulier qui est le... Voilà. Ça se recoupe pas. Hein. Ça croît comme un arbre. Voilà. Donc, on peut considérer le modèle de Hubbard sur ce réseau de Bethe, et on peut généraliser évidemment cette construction à toute connectivité Z. Là, j'ai dessiné Z égale 3. Et de nouveau, sur le réseau de Bethe, il faut faire un scaling de TIJ qui était sur racine de Z. Et ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais on le verra apparaître de manière très très simple dans le cas de la méthode de la cavité, dont je vais parler, j'espère, avant la fin du cours. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du réseau de Bethe, la densité d'état a aussi une bonne limite du problème libre. Alors, je ne suis pas vraiment capable d'écrire une expression de ce type pour epsilon k, puisque je n'ai pas l'invariance par translation. La manière dont se passe le passage dans l'espace de Fourier sur le réseau de Bethe est plus compliqué. Hein. Mais néanmoins, il y a une bonne densité d'état qui a un sens. Et cette limite... Alors, on peut calculer évidemment cette densité d'état de nouveau pour tout Z. C'est un exercice, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder l'appendice de mon article de revue de 96 où il y a tout ça. Et dans cette limite Z infinie, la densité d'état, elle devient quelque chose qui est une semi-circulaire. Alors, j'utilise toujours cette échelle d'énergie que j'aime bien, qui est, alors si je fais un scaling T égale T étoile sur racine de Z, la demi-largeur de bande de ma semi-circulaire, si mes souvenirs sont bons, c'est 2T étoile. Je vais vous vérifier ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Et ici, il y a une normalisation, qui est juste la normalisation de la densité d'état. Je vais vérifier que je ne me dis pas de bêtises sur la normalisation, parce que ça serait quand même malheureux. Oui, c'est correct. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, la densité d'état dans la limite de Z infini du réseau de Bethe, c'est quelque chose qui est simplement une semi-circulaire. Et donc, à la différence de la gaussienne, elle garde des bords francs et une largeur de bande finie, ce qui est assez sympathique en fait. Alors on verra aussi à la fin du cours que c'est dans ce cas du réseau de Bethe que la relation d'autocohérence, qui est un petit peu implicite entre delta et G, devient particulièrement simple. Donc si vous voulez, je peux vendre la mèche tout de suite. Dans ce cas-là, la relation d'autocohérence des équations des MFT devient simplement delta, par exemple de I oméga n, égale, si j'ai utilisé cette normalisation, égale T étoile carré G de I oméga n, où G est bien entendu la fonction de Green locale. Voilà, donc c'est agréable parce que cette relation d'autocohérence qui avait une forme un peu compliquée, qui reliait G à une somme sur K qui faisait intervenir G et delta, dans ce cas-là, elle devient complètement explicite. Delta devient égal à ça. Et donc, vous voyez que
ce que vous devez faire, c'est résoudre un modèle d'Anderson où vous ne connaissez pas delta. Pour résolver ce modèle d'Anderson, vous calculez G, mais ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, delta soit égal à T carré fois le G en interaction de l'atome dans son bain. Je démontrerai ça à la fin du cours, quand on fera la méthode de la cavité. Voilà. Alors, maintenant, on a posé le problème. On a compris comment il fallait faire le scaling du problème pour que la limite z infini ou d infini soit bien définie. Et on va utiliser cette formulation du problème pour démontrer que les équations que j'ai présentées, donc le mapping sur un problème à un atome autocohérent, devient exact dans cette limite. Et je vais le faire de deux manières qui correspondent pas forcément à l'ordre historique. Et la première manière, donc je vais présenter une preuve de ça selon deux méthodes. Je pense que je peux effacer tout ça. Bon, ça, on verra après. Donc la première méthode, elle consiste à inspecter la théorie de perturbation à tous les ordres. La théorie de perturbation en U, à tous les ordres. Et donc ça remonte à des travaux qui ont immédiatement suivi l'article de Metzner et Vollard, des travaux par Müller-Hartmann, Schweitzer, Xicol, etc., qui s'étaient intéressés à la manière dont la théorie de perturbation se simplifiait dans cette limite de grande dimension. Ils s'étaient en particulier rendu compte que la self-énergie devenait locale dans cette limite. Alors, pour faire ça, puisqu'on n'utilise pas vraiment des concepts intrinsèquement perturbatifs, c'est plutôt utiliser la théorie de perturbation comme un moyen d'explorer la structure de la théorie à tous les ordres, disons. Je vais introduire un objet qui s'appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward et sa fonctionnelle associée, disons, qui est Barim-Kadanoff. Ça fait beaucoup de noms. Qui va me servir pour établir ces arguments formels. Alors, quand on pense à la théorie de perturbation, en général, la manière dont on pense au problème, donc maintenant je reviens sur le réseau, je considère vraiment le modèle de Hubbard sur réseau en toute dimension, peu importe. Donc, quelles sont les briques de base de la théorie de perturbation? Les briques de base, c'est un propagateur qui m'emmène du site I au site J, et qui, dans la théorie de perturbation habituelle, va être la fonction de Green sans interaction. Donc ça, c'est le G0 libre du système. Ce n'est pas mon G0 tordu self-consistant, c'est le G0 libre sur le réseau. On a vu la dernière fois que ce G0, alors je l'écris en K, si vous voulez, parce que c'est plus simple quand même, c'est 1 sur I oméga n plus mu moins epsilon K. Alors, la fonction spectrale est un pic delta qui me donne l'excitation, qui est cette fois un état propre exact du système. Donc ça, c'est le G0, la brique de base de la théorie de perturbation, et puis un vertex d'interaction. Et je préfère y penser dans l'espace réel. Donc je vais écrire le vertex d'interaction de cette manière. Ça, c'est juste une manière graphique à la Feynman de dire que j'ai un électron de spin-up qui rencontre un électron de spin-down, et ça se passe avec un poids U. Et donc la théorie de perturbation peut se représenter comme des diagrammes de Feynman qui sont constitués de ces briques de base et me donnent à chaque ordre les contributions à la self-énergie. Donc par exemple, à l'ordre 1 en U, la seule contribution à la self-énergie
c'est quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est simplement le terme de Hartree qui, une fois que vous avez calculé ça, devient égal à UN sur 2, parce que c'est U fois la trace de G. À l'ordre 2, on aurait des termes de ce type. Donc ça, c'est un terme évident d'ordre 2, mais il y aurait aussi un terme comme ça, que les gens appellent quelquefois les diagrammes en tadpole, ou en tétard, voilà, etc. Donc ça, c'est le point de vue standard sur la théorie de perturbation, où on fait une théorie de perturbation en partant de la théorie libre et donc du propagateur nu G0. Alors, si on réfléchit de cette manière, en fait, on a beaucoup de mal à arriver à la structure des équations des MFT. La bonne manière de penser au problème, c'est non pas de faire une théorie de perturbation en termes de G0 et de U, mais de réhabiller la théorie de perturbation en termes de la fonction de Green en interaction G. Donc ici, vous voyez que le point de vue conduirait à considérer la self-énergie entre deux sites IJ, disons, comme une fonctionnelle, évidemment, c'est une fonction de U et de toutes sortes d'autres choses aussi, la température, etc. Mais c'est en particulier une fonctionnelle de tous les propagateurs libres G0. Donc ça, c'est la théorie de perturbation standard. En réalité, on peut tout aussi bien imaginer qu'on va considérer la théorie de perturbation non pas avec des lignes qui sont G0, mais au contraire avec considérer sigma comme une fonctionnelle, c'est une fonctionnelle différente évidemment, de U toujours, mais maintenant de la fonction de Green en interaction G. Alors ça, c'est ce qu'on appelle quelquefois la fonctionnelle. Alors il y a différents noms, il y a des gens qui l'appellent squelette, il y a des gens qui l'appellent bold, ou il y a des gens qui l'appellent two particularly reducible. Tout ça, c'est des synonymes pour désigner le même objet. Alors comment est-ce que vous pouvez le construire perturbativement? Regardez ces deux graphes ici. Donc vous voyez que ces deux graphes ici, ça c'est un graphe qui ne peut pas être coupé si je coupe deux lignes de G. Donc c'est ce qu'on appelle un graphe qui est two particularly reducible. En revanche, celui-là, clairement, si je coupe deux lignes de G, celle-là et celle-là, je le déconnecte en deux graphes séparés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette contribution ici, c'est une contribution qui est identique à la contribution à l'ordre inférieur de la self-énergie. Vous voyez que cette contribution-là, c'est exactement la même qu'ici. Donc je pourrais décider d'habiller toutes ces lignes en termes de la fonction de Green complète et tout simplement considérer un seul graphe qui serait ici, ce graphe-là, mais maintenant cette ligne ici, donc je devrais l'écrire ici parce qu'il est à l'ordre d'avant, d'accord ? Mais maintenant cette ligne ici, c'est le propagateur complet, G. Et à ce moment-là, ce graphe, je n'aurais plus besoin de le considérer à l'ordre suivant, il aurait été absorbé dans l'ordre précédent. Donc ça veut dire que je peux a priori considérer sigma comme une fonctionnelle du propagateur G complet en interaction. Donc cette relation fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Et en fait, pour en comprendre la signification, il faut vraiment réfléchir en termes de transformée de Legendre, de construction d'une énergie libre de Gibbs à G fixé, ce que je vais expliquer dans un petit moment. Alors, je finis un petit peu sur la fonctionnelle de Luttinger-Ward. En fait, la fonctionnelle de Luttinger-Ward, ce n'est pas tout à fait sigma, c'est plutôt quelque chose qui intervient dans la fonctionnelle d'énergie libre, donc pas dans sigma, mais dans la thermodynamique, vue comme fonctionnelle de G. Et une manière de voir ça, c'est de voir que sigma peut toujours être vu comme la dérivée fonctionnelle par rapport à GIJ, donc ça c'est une fonction, disons, de la fréquence, et là je prends une dérivée fonctionnelle par rapport à tous les propagateurs sur deux sites différents GIJ ou identiques
mais aussi comme fonction de la fréquence, d'une fonctionnelle de G. Et ça, c'est la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Et diagramatiquement, vous voyez que ça, je peux le faire simplement en fermant ce graphe sur lui-même. Donc les premières contributions à la fonctionnelle de Luttinger-Ward, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ce graphe-là. Ça, c'est à l'ordre 1, U. Puis à l'ordre U carré, je vais avoir ce graphe-là. Ça, c'est à l'ordre U carré, etc. Alors, je vais mettre le bon slide. J'avais un slide avec les premiers graphes de la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Ne nous en privons pas. Voilà. Et prendre cette dérivée fonctionnelle, ça veut dire ouvrir une de ces lignes. Hein. Donc, vous voyez que si je prends ici une dérivée par rapport à ce G, d'accord, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, ici, j'ai un seul site, I, sur lequel je somme. Et donc, la seule dérivée possible, c'est par rapport à GII, puisqu'il n'y a pas d'autres propagateurs dans ce graphe-là. Donc, ce terme, il va me donner le terme de R3, qui va donc être sigma R3 fois delta Ij, si vous voulez. Et puis, ce terme ici, prendre une dérivée, ça veut dire ouvrir une de ces lignes. Donc, avec des bons facteurs combinatoires, il va me donner ça, quand je prends les dérivées. Donc, formellement, imaginez, pensez de manière algorithmique, imaginez que quelqu'un vous donne tous les graphes de la théorie de perturbation exprimés de la manière conventionnelle en termes de U et G0. Pour chaque graphe, vous pouvez faire un diagnostic de quelles sont les composantes de ce diagramme qui sont une inclusion de self-energy elle-même. Donc ici, il n'y a pas d'inclusion de self-energy, mais ça, c'est une inclusion de self-energy. Celle-là, vous l'habillez en disant que c'est une ligne G complète, et donc il compte pour l'ordre d'avant. Donc cette procédure est parfaitement déterminée. Si vous avez tous les graphes de la théorie de perturbation nue, vous pouvez tous les catégoriser entre les graphes qui sont 2pi et ceux qui ne sont pas 2pi. Vous gardez que les graphes 2pi, vous habillez toutes les lignes en ligne complète G, et ça vous définit cette fonctionnelle sigma de G, ou si vous fermez une ligne, la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Donc du point de vue perturbatif, ou du point de vue algorithmique, si vous générez tous ces graphes, cette fonctionnelle est parfaitement définie. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment une fonctionnelle univaluée, bien définie? Et si vous ouvrez tous les livres de la théorie du problème à n-corps, alors ça, c'est un peu une parenthèse que j'ouvre, parce qu'il faut bien parler de choses un peu plus modernes. Ça date du problème à n-corps des années 60-70 du siècle dernier. Donc c'est là-dessus que toute la théorie du problème à n-corps formel s'est élaborée. L'école russe, Philippe Nozière, dans cette maison, Pines, Luttinger, Brahim-Kadanoff, etc. Donc les grands noms du problème à n-corps de la dernière moitié du siècle dernier. Et si vous ouvrez le fameux livre de Abrikosov, Gorkov, Dzialoginski sur le problème à n-corps quantique, vous verrez que l'essentiel de ce livre utilise cette fonctionnelle pour donner des preuves à tous les ordres des assertions contenues dans ce livre. Le problème, c'est que la construction de cette fonctionnelle est une construction, disons, récursive dans le sens de la théorie de perturbation. Est-ce que cette fonctionnelle existe vraiment? Est-ce qu'elle est univaluée? Alors récemment, en fait, on s'est aperçu que cette fonctionnelle avait une structure non perturbative, n'était pas du tout univaluée. Donc, en réalité, cette fonctionnelle, elle n'existe pas vraiment. Elle a plusieurs feuillets. Elle a plusieurs feuillets, et il faudrait, pour être précis, spécifier qu'on reste ici sur le feuillet physique. Alors, si vous vous intéressez à ça, vous pouvez regarder ces deux articles. Donc, en fait, c'est des méthodes numériques qui ont permis de se rendre compte que cette fonctionnelle était multivaluée. Donc, c'est un article de Genia Kozik et Michel Ferrero, auquel j'ai aussi contribué. Vous voyez, c'est très récent, il y a 4 ans. On s'est aperçu, en fait, que cette fonctionnelle n'était pas univaluée. Et la manière dont on s'est aperçu de ça,
c'est parce que cette méthode qui consiste à ressommer les diagrammes de Feynman, comme vous l'a expliqué Michel au premier séminaire, c'est une méthode qui est une méthode algorithmique utile. Et les gens qui faisaient ça le faisaient en ressommant, enfin tout au moins une manière de faire ça, c'est de ressommer stochastiquement la théorie de perturbation habillée, donc cette fonctionnelle sigma de G. Et quand on fait ça en couplage fort, au-delà d'un certain couplage critique, on s'aperçoit qu'on converge sur la mauvaise branche de la fonctionnelle. Donc c'est comme ça, numériquement, qu'on s'est aperçu qu'il y avait une autre branche de cette fonctionnelle, il y en a probablement d'autres, et que cette fonctionnelle est en fait multivaluée. Bon, je passe sur les détails, mais pour ce qui est des preuves formelles que je présente ici, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il suffit, dans ces équations, de préciser qu'on reste sur le feuillet physique de cette fonctionnelle, donc sur un feuillet donné, et on peut s'en tirer comme ça, si on veut. Donc je ferme ma parenthèse sur le fait que l'objet dont je vous parle au tableau, et qui est dans tous les livres de problèmes à N-core depuis 50 ans, n'existe pas vraiment, il faut le regarder d'un peu plus soigneusement. Et évidemment, comme cette fonctionnelle est multivaluée, ça veut dire aussi que la dérivée d'ordre supérieur, qui serait la dérivée seconde de cette fonctionnelle, a des singularités, et ces singularités, qui sont donc des singularités des fonctions de vertex, ont été beaucoup étudiées par Thomas Scheffer, quelque part ici dans l'auditoire, et qui a montré qu'il y avait des points de bifurcation qui correspondaient aux singularités de la fonction de vertex. Je ferme cette parenthèse, on va fermer les yeux sur le fait que cette fonctionnelle doit être définie avec plus de soin, et je continue mon argument. Donc, ici, je vous ai donné une construction perturbative de cette fonctionnelle, mais vous pourriez vouloir une construction plus systématique et qui ne fasse pas explicitement référence à la théorie de perturbation. Et ça, on peut le faire aussi, toujours formellement, en imaginant qu'on va contraindre le système à avoir une valeur donnée des GIJ. Donc, imaginez que je regarde mon modèle de Hubbard et que je me pose la question, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux contraindre la fonctionnelle d'énergie libre, donc j'ai l'énergie libre du système, est-ce que je peux considérer l'énergie libre du système pour une valeur imposée des GIJ sur le réseau? De la même manière que vous pouvez vous poser la question, dans le cas d'un modèle d'Ising, regardons l'énergie libre du système pour une configuration donnée des aimantations locales. Donc pour faire ça, il faut mettre des petits champs qui vont contraindre les aimantations, et puis il faut faire une transformée de Legendre qui va passer des champs aux aimantations. Donc je peux considérer mon système dans des champs extérieurs, et je peux, pour une valeur donnée des aimantations, demander quelle est la configuration des champs extérieurs qui impose ces aimantations, et ça c'est l'énergie libre de Gibbs du système. C'est la transformée de Legendre de l'énergie libre exprimée en fonction des champs. Ici c'est la même chose. Je peux dire, considérons la fonction de partition de mon système, mais considérons-la, donc ça serait une certaine, je n'écris pas les détails mathématiques, mais ça serait une certaine intégrale fonctionnelle de exponentielle de moins l'action du modèle de Hubbard. Et contraignons cette théorie à avoir des GIJ donnés. Donc je vais considérer Z comme maintenant une fonctionnelle de GIJ. Et pour faire ça, je vais introduire des multiplicateurs de Lagrange, donc quelque chose comme intégrale des taux prime, somme sur IJ. Ça, c'est une somme. D'un terme qui contraint C croix I de taux CJ de taux prime, qui est l'opérateur associé à la fonction de Green à une particule, de valoir une certaine fonction GIJ de taux moins taux prime, préassignée. Et pour faire ça, je dois imposer des paramètres de Lagrange, sigma IJ de taux prime moins taux, quelque chose comme ça. Et sigma va être choisi de manière telle que la fonction de corrélation C croix I CJ de taux prime est égale à GIJ, un ensemble de fonctions données.
vous voyez que ça peut s'assurer en disant que cet objet est variationnel par rapport à sigma ij. Si j'impose cette condition, pendant une dérivée ici, sigma n'intervient que là, va imposer ceci. Donc ça veut dire que ces deux choses sont équivalentes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai réalisé une transformée de Legendre de l'énergie libre, où j'ai imposé une valeur donnée de cette fonction de corrélation grâce à des paramètres de multiplicateur de Lagrange généralisés, qui imposent cette condition. Donc je suis passé de log z, que je pourrais voir comme une fonctionnelle des sigma, à log z comme une fonctionnelle de g. Donc c'est une transformée de Legendre. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait quand en physique statistique, on a log z comme fonction des champs locaux et on passe à log z comme fonction des aimantations locales. Alors, pour qu'une transformée de Legendre soit bien définie, il faut que la correspondance entre les sigma ici et le g en interaction soit bijective. C'est-à-dire que, évidemment, si je fixe sigma, peut-être je devrais appeler ça sigma tilde, parce que c'est presque la self-énergie, mais ça n'est la self-énergie physique qu'au point celle de la fonctionnelle, donc c'est une fonctionnelle de sigma tilde. Si je fixe sigma tilde, je peux résoudre ce problème en principe et calculer g. Donc cette relation-là, elle est univoque. Mais la question, c'est, étant donné un g, est-ce qu'il existe un seul sigma tilde qui suffit à imposer cette contrainte? Alors, quand je disais tout à l'heure que cette fonctionnelle n'est pas vraiment suffisamment bien définie dans le sens où elle a plusieurs feuillets, ça veut dire qu'en fait, cette correspondance n'est pas bijective. Donc, très concrètement, si vous avez un problème de Fermi en interaction, vous pouvez vous demander, si je connais la fonction de Green en interaction, est-ce qu'il existe plusieurs propagateurs nus qui me donnent la même fonction de Green en interaction? Et la réponse est oui. Il y a plusieurs feuillets. Donc cette correspondance n'est pas vraiment bijective. Il faut spécifier les conditions sur je ne rentre pas dans les détails, mais un certain nombre de conditions sur G0, des conditions de positivité, etc., pour que cette correspondance fasse sens. Alors, regardons cette fonctionnelle ici. Vous voyez que je peux considérer ce problème à u égale 0. Donc à u égale 0, ce problème-là est quadratique, ce problème-là est quadratique. Je peux exprimer la fonctionnelle de manière explicite. Et qu'est-ce que j'obtiens? Donc cette fonctionnelle ici, log z, vue comme une fonction de g une fois qu'on a fait la transformée de Legendre, ça s'appelle la fonctionnelle de Baim-Kadanoff. Donc cette fonctionnelle de Baim-Kadanoff, à ce stade, c'est une fonctionnelle des g et des sigma tilde, disons, vue comme multiplicateur de Lagrange contraignant les g. Alors, vous pouvez facilement écrire le premier terme, qui est le terme d'ordre, le terme que vous obtiendriez pour la théorie libre. Donc, qu'est-ce que vous auriez ici? Vous auriez moins trace log. Donc, quand je fais cette intégrale sur les variables de Grassmann C croix C, j'obtiens un déterminant, et parce qu'il y a un log ici, ça donne le log du déterminant, qui est aussi la trace du log. Donc, moins trace log de I oméga n plus mu delta ij, moins tij, moins sigma tilde ij. Donc ça, c'est le premier terme, c'est l'intégrale fonctionnelle sur les C qui sont là. Et puis, vous voyez un autre terme qui vient du G sigma, qui est un simple nombre, et qui arrive ici, alors, je ne voudrais pas écrire des choses trop fausses, avec moins trace de sigma ij, gji, disons. Donc ça, c'est ce qui se passerait simplement à u égale 0, s'il n'y a pas d'interaction. Et puis tous les termes supplémentaires qui viennent de l'existence d'interaction, ils sont tous regroupés dans la fonctionnelle phi, la fonctionnelle de Luttinger-Ward, qui est une fonctionnelle des GIJ.
Donc ça, c'est la fonctionnelle de Boehm-Kadanoff, qui est vue comme une fonctionnelle des G et de leur multiplicateur de Lagrange conjugué. Ça, ce serait son expression dans le cas d'une théorie quadratique. Et puis ça, c'est l'effet des interactions. Et tous ces objets n'existent que si on spécifie le bon feuillet sur lequel ils doivent être calculés. Donc vous voyez que cette fonctionnelle, elle est, pour que cette condition soit correctement imposée, elle doit être stationnaire par rapport au sigma tilde. Donc la condition delta oméga Boehm-Kadanoff sur delta sigma tilde ij égale 0. Cette condition me donne immédiatement que, donc ça ne dépend pas des sigmas, seul ça dépend des sigmas, me donne que G-1, au sens matriciel, ij vaut I oméga n plus mu moins TIJ, delta ij, moins TIJ, moins sigma tilde ij. Donc ça, c'est l'équation de Dyson habituelle qui relie la fonction de Green à la self-énergie. Donc équation 1. Et puis la condition de stationnarité, je devrais l'écrire là-bas. Delta oméga, delta G, cette fois, égale 0. Cette condition de stationnarité, comme vous le voyez là, me donne sigma ij égale delta phi delta gij, qui est la relation entre la fonctionnelle sigma et la fonctionnelle de Luttinger-Band. Et la solution de ces équations me donne la solution physique du problème, à condition que tout ça existe bien. Donc, l'analogue de tout ça en physique statistique, ça serait, encore une fois, de considérer l'énergie libre comme une fonctionnelle de champ appliqué qui sont mes paramètres de Lagrange et de faire une transformée de Legendre vers une fonctionnelle de Gibbs des aimantations. Donc c'est l'exact analogue de ça. Les HI, c'est les sigma tilde ij et les MI, c'est les GIJ. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que le hopping scale comme 1 sur racine de z, et on va compter l'ordre en 1 sur z de chacun de ces termes dans la fonctionnelle de Boehm-Kadanoff. Donc c'est ça l'idée de la preuve. Et je vais faire ça sur la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Donc considérons les premiers termes pour les besoins de la cause. Le premier terme, donc, premier terme de phi. Donc le premier terme, c'est le terme de Hartree, qui est ce terme-là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce terme-là? Ce terme-là, il y a un indice de site ici, et il faut évidemment sommer sur tous les sites. Et donc, clairement, ce terme va être d'ordre 1, plus exactement proportionnel au nombre de sites, ce qui est normal pour une énergie libre. Et vous voyez que ce terme ne fait intervenir que le propagateur local GI. Et donc, ce terme est d'ordre nombre de sites. Alors maintenant, regardons le terme suivant. Donc, le terme suivant, c'est un terme qui est comme ça. Et maintenant, j'ai la possibilité que ce site I et ce site J soient des sites quelconques, connectés entre eux par GIJ. Et je dois sommer sur I et J, sur le réseau. Donc, il y a une composante locale, qui est le cas où I égale J. Donc, je vais appeler ça, par exemple, site 1, site 1. Cette composante locale ne fait intervenir que les G11, d'accord ? Et donc, de nouveau, comme il faut sommer sur tous les sites, on a quelque chose qui est proportionnel au nombre de sites.
Mais après, il y a toutes les composantes non locales. Donc, par exemple, il y a le cas où j'ai le site 1 ici, le site 2 là, d'accord, et le site 2 serait plus proche voisin sur le réseau du site 1. Donc, sur le réseau, on aurait 1 et 2. Alors, comment ça se compte, ça? Vous voyez qu'ici, il faut sommer sur 1 et sur 2. Donc, il faut sommer sur les liens. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va me donner le nombre de sites fois la connectivité du réseau, parce que je dois sommer sur les liens. Alors donc, il faut maintenant, mais d'un autre côté, ce graphe, il fait intervenir les G, non pas 1, 1, mais 1, 2, les fonctions de Green qui connectent le site 1 au site 2. Donc il faut qu'on comprenne combien de puissance de Z il y a dans le G1,2. Et si vous devez aller du site 1 au site 2 sur le réseau, il faut au moins faire un saut. Il faut au moins qu'il y ait une puissance du hopping. S'il n'y a pas de hopping, vous ne pouvez pas aller du site 1 sur le site 2. Donc c'est sûr que les GIJ, et c'est ça le point clé, les GIJ, ils sont d'ordre, au sens de l'ordre en 1 sur Z, ils sont d'ordre TIJ, pardon, le hopping, que je prends plus proche voisin pour l'instant, à la puissance, la distance qui relie I à J sur le réseau. Alors il s'agit de la distance au sens Manhattan du terme, hein, c'est-à-dire que si je prends par exemple un site ici et un site là, la distance Manhattan, c'est ça. C'est comme dans Manhattan, vous ne pouvez pas faire autre chose que faire des angles droits. Donc ici, la distance Manhattan entre ces deux sites, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc pour aller de là à là, il faut faire 4 sauts. Donc quand on fait un scaling de ça par 1 sur racine de Z, ça va devenir d'ordre 1 sur racine de Z puissance I moins J. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc 1 sur racine de Z, et puis j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et donc vous voyez que ce terme est d'ordre nombre de sites fois 1 sur Z. Il est donc sous-dominant quand je compte les choses en puissance de Z, ce qui veut dire que la composante plus proche voisin de la self-énergie est d'ordre 1 sur Z par rapport à la composante locale qui est d'ordre 1. Et donc voilà pourquoi, quand Z tend vers l'infini, ce graphe disparaît. Alors vous pouvez généraliser ça à tous les ordres par inspection, et vous verrez que, 1, tous les graphes qui sont non locaux sont au moins d'ordre 1 sur Z quand Z tend vers l'infini. Il ne reste donc que la composante locale de la self-énergie. Donc, quand Z tend vers l'infini, sigma IJ devient sigma II delta IJ, ce qui dans l'espace réciproque veut dire que sigma ne dépend plus de l'impulsion. Et 2, dans tous ces graphes qui permettent de voir la sigma comme une fonctionnelle de G, donc ça c'est la propriété 1, 2, sigma, vu comme fonctionnelle des fonctions de Green, ne retient que la dépendance dans la composante IJ. C'est-à-dire vous pourriez organiser cette dépendance en dépendance locale, plus proche voisin, second plus proche voisin, etc., etc. Le statement, c'est que dans la limite Z infinie, toutes ces dépendances dans les termes non locaux deviennent négligeables, et seule la dépendance dans la composante locale subsiste. Donc, au sens de la fonctionnelle de Luttinger-Ward, ceci devient une fonctionnelle de GII seulement. Alors, pourquoi ça c'est vrai? Pourquoi j'ai pris toute cette peine de vous parler de la théorie de perturbation en puissance de G et pas de G0? Eh bien, c'est parce que cet argument de comptage ne fonctionne pas si je réfléchis à la théorie de perturbation en termes de G0. Je vais l'illustrer ici. Imaginez que
vous réfléchissiez à la théorie de perturbation en termes de G0. À cet ordre-ci, il y aurait par exemple un graphe comme ça. Vous voyez que ce graphe ici, qui relierait par exemple le site 1 au site 2, d'accord, ou même site 1 au site 1 si vous voulez, ce graphe-là est parfaitement légal si vous faites la théorie de perturbation standard, mais si vous habillez les lignes, ce n'est plus un graphe squelette puisque vous pouvez le déconnecter en coupant deux lignes. Autrement dit, une autre manière de dire les choses, cet objet est déjà une insertion de self-énergie, c'est le graphe d'ordre d'avant pour la self-énergie, et donc il fait partie des graphes squelettes de l'ordre d'avant. Mais dans la théorie de perturbation nue, ce graphe existe. Alors on va compter son ordre en Z. Ce site-là peut être n'importe quel site du réseau, par exemple, il peut être le site plus proche voisin de 1, le site 2. Et donc, quel est son ordre en Z? Vous voyez qu'ici, je fixe 1, je dois sommer sur 2, donc j'ai une puissance de Z qui vient de la sommation sur 2. D'accord? Mais ici, je n'ai que 2 fois le propagateur non local, puisque j'ai G12, 0, cette fois c'est des fonctions de gain libre, G12, 0, G21, 0, tous les autres sont locaux, G22, G1. Et donc ici, j'ai 1 sur racine de Z au carré. D'accord? Donc ce graphe, qui est un graphe local pour la self-énergie, mais qui fait intervenir une composante non locale de la fonction de Green, qui elle existe parfaitement dans la limite de Z infini, ce graphe contribue. Donc, il est inexact que dans la théorie de perturbation, vous pouvez remplacer partout G0 par le propagateur local. Vous pouvez faire ça que dans la théorie de perturbation habillée, pour la fonctionnelle sigma de G. Autrement dit, évidemment, si ça c'était vrai, vous n'auriez pas la relation de self-consistance dans les équations des MFT. Tout simplement, le G0 rond que j'avais tout à l'heure, qui est le champ de Weiss, serait explicitement donné par la composante locale du propagateur libre. Mais la raison pour laquelle vous avez une relation d'autocohérence, c'est que les équations qui sont correctes dans la limite de Z infini, c'est simplement de dire que sigma devient égal à sigma II delta Ij, d'accord, de GI, ou de G, si vous voulez, local, au sens de la dépendance fonctionnelle de G. Et donc vous voyez que cette équation-là, c'est une équation où vous ne connaissez pas le membre de droite ni le membre de gauche, c'est la fonction de Green en interaction qui intervient ici, et c'est pour ça qu'il y a une boucle de self-consistance qui peut se représenter par ce problème d'atome dans un bas. Voilà, donc je ne continue pas l'inspection de cette théorie de perturbation à tous les ordres. Vous pouvez facilement vous convaincre, par exemple, que ce graphe-là, qui est un graphe parfaitement légitime, puisque maintenant ce n'est pas une insertion de cette énergie, donc il sera un graphe d'ordre 4, par exemple, eh bien, si vous mettez 2 ici, ce graphe est aussi d'ordre inférieur en 1 sur Z, etc. Et donc, le message de base, c'est que si vous regardez la théorie comme une fonctionnelle d'énergie libre exprimée en termes de G, la grosse simplification, c'est que maintenant ici, tout ça subsiste, mais cette fonctionnelle ici peut être tout simplement remplacée par la somme sur tous les sites d'une petite fonctionnelle phi de G sur le site, du G local sur le site considéré. C'est ça que je vais montrer. Et donc vous voyez que ça vous dit exactement que la relation fonctionnelle entre sigma local et GI local est exactement la même que celle d'un système qui n'a pas de structure spatiale, qui est simplement un site ayant un certain propagateur nu qui est finalement dans cette approche d'une variable muette qui n'a pas d'existence explicite et une interaction U.
cette fonctionnelle phi de GI, par construction, doit être la même que celle d'un atome qui peut échanger les électrons avec un bain. Donc c'est ça la simplification qui arrive dans la limite z infini. Donc ça, c'est une manière de voir la justification de ces équations. Il y a une autre manière de la voir, mais malheureusement, on la verra la prochaine fois. Je vais juste en esquisser l'idée rapidement. C'est la méthode de la cavité. Qui consiste à prendre un autre point de vue, peut-être un peu plus proche de l'idée d'un atome dans un bain, et qui consiste à faire la chose suivante. Imaginez que vous vous focalisiez sur ce site, vu comme l'atome auquel vous vous intéressez, et vous cherchez à intégrer tous les autres degrés de liberté sur les autres sites du réseau, pour obtenir une description effective de ce que fait cette intégration sur ce site. Donc maintenant, il s'agit d'intégrer tous ces objets. C'est évidemment quelque chose que vous ne pouvez pas faire explicitement en général, mais vous pouvez le faire en organisant cette intégration en puissance de 1 sur z. Et donc c'est comme ça que marche la méthode de la cavité. Vous pouvez exprimer l'action effective pour le site, disons 0, que j'ai retenu, en puissance de 1 sur la connectivité, et montrer que, de nouveau, cette hiérarchie de termes dans cette action effective se simplifie, et le seul qui reste, c'est celui qui est cette hybridation échangeant des électrons entre ce site que vous avez isolé et le reste du système. Donc ça, je ferai ça la prochaine fois. Ça ne prendra pas tout le cours, ça prendra juste un quart d'heure au début du cours. Et ensuite, on passera dans des choses beaucoup moins formelles, qui, disons ça va être la partie la plus formelle du cours, c'était aujourd'hui. La fois prochaine, on va revenir à des choses plus physiques, qui est quel est le contenu physique qui est dans cette notion d'atome dans un bain, et comment est-ce qu'en utilisant nos connaissances sur ce problème d'un atome dans un bain, on peut comprendre le problème de la transition métal-isolant de Mott quand on applique ces équations des MFT à un système donné, le modèle de Hubbard à une bande frustrée, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le menu de la prochaine fois. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a 2 cours, donc on aura le temps de traiter tout ça dans une seule séance, j'espère, et pas de séminaire. Il y aura une interruption la semaine d'après. Et puis, il y a une dernière séance le 11 juin avec cours séminaire le matin et un mini-workshop l'après-midi avec plusieurs présentations. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, c'est maintenant.